Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Bochers de Bretagne et d'ailleurs. Dans cette 4e vidéo, je voudrais aborder la piste des deux Robiens, et si nos origines étaient davantage anglaises que françaises. Alors allons sur Wikipédia. Histoire, la première maison de Robiens tirait son origine de l'alliance vers 1212 d'Olivier Bocher avec Jeanne d'Avaugour, dame de Robiens, dont les descendants prirent le nom. Mais sa filiation prouvée remontait à 1377. Sa dernière représentante épousa vers 1566 Jacques Otteron, vicomte de Plaintel, qui releva le nom et les armes des deux Robiens. Donc il faut voir que il y a deux familles. La première c'est Bocher de Robiens. Et ensuite la deuxième famille va avoir lieu en fait, va être créée, faute de descendants mâles, par cette Claudine, parce qu'elle n'est pas mentionnée là dans le lien, mais on va le voir plus tard, par cette Claudine de Robiens, qui va se marier avec ce Jacques Gautron. Alors on va lire le deuxième passage, qu'après on y reviendra un petit peu moins sur cette deuxième maison. La seconde maison de Robiens est donc l'ancienne famille Gautheron, une famille d'ancienne chevalerie de Bretagne qui donna des chevaliers croisés en 1129 et 1149, et remonte sa filiation prouvée à 1389. Christophe Gautheron, chevalier, seigneur de Robiens, gentilhomme ordinaire de roi, fut substitué au nom et aux armes de sa mère par lettre patente de 1605. Donc cette Claudine de Robiens va se marier avec ce Jacques Gautron et il va créer une autre famille, mais ils n'auront pas une filiation biologique, hein. Filiation c'est ce que ça veut dire, mais j'insiste bien, filiation biologique avec cet Olivier Bocher, hein. Donc seule la première famille ici a une filiation biologique avec cet Olivier Bocher. Alors on continue, donc Messire Olivier Bocher, cité en 1275, il a un enfant, donc Messire Robert Bocher, seigneur de Robiens en Saint-Thuriau, depuis Aufeuil, fut le premier à prendre le nom Robien. Messire Pierre Bocher, seigneur de Robiens, épouse Marie de Mort. Ils ont 4 enfants, Guillaume Bocher, seigneur de Robiens, donc l'aîné qui va récupérer entre guillemets le fief, Eudon Bocher, Margélie Bocher et Pierre Bocher. On voit ensuite donc Pierre Bocher, paradoxalement, donc c'est pas Guillaume, mais on voit Pierre ensuite. Seigneur de Robiens, dota sa sœur Margélie en 1341, d'accord. Alors ensuite, on voit aussi Eudon de Robiens, qui est ici, seigneur du dit lieu, épousa Alix de Kergrazec. Il a 2 enfants, Louis de Robiens et Aliette de Robiens. Donc semble-t-il, c'est ce Eudon de Robiens qui va continuer la lignée. Donc Louis de Robiens qui suit et Aliette de Robiens. On a ensuite Louis de Robiens qui lui va avoir comme enfant Guillaume de Robiens et Anne de Robiens. Guillaume de Robiens qui va épouser Béatrix de la Motte, fille de Robien de la Motte et de Mao de Rieux. Donc voici les 9 enfants: Alain de Robiens, Jehan de Robiens, Geoffrey de Robiens, Paon de Robiens, Pierre de Robiens, Marguerite de Robiens, Jeanne de Robiens, Péronnelle de Robiens, Catherine de Robiens. En réalité tous ces gens sont débauchés, hein. Messire Alain de Robiens, qui aura Tristan de Robiens et Jean de Robiens, hein, comme Tristan Bocher et Jean de Bocher, ce sont des Bochers en réalité, mais ils ont abandonné leur nom hein, pour de Robiens. Messire Jean de Robiens, qui aura comme enfant Olivier de Robiens et Jacques de Robiens, et ensuite ce Jacques de Robiens qui va avoir cette Claudine de Robiens, et vu que ce Jacques de Robiens n'aura pas de descendants mâles, cette Claudine de Robiens va se marier avec notre cher Jacques Gautron, et Jacques Gautron va prendre donc le nom de Robiens. Alors voici le ramage de Bocher, d'azur à 10 billettes d'argent posés en 4, 3, 2 et 1. Le cri c'est Roquebillan et la devise Manet alta mente repostum, qui veut dire sans vanité ni faiblesse. Donc là on voit ce magnifique chevalier avec sa robe bleue et ses petits rectangles blancs, très très beau, hein. Il est magnifique ce chevalier. Donc, la maison de Robiens, l'une des plus anciennes de la noblesse bretonne, a pour berceau la seigneurie de Robiens, dont le vrai nom est Roquebillan, mot breton qui en français signifie petite roche. Cette terre est située dans l'ancienne paroisse de Saint-Thuriau de Quintin, évêché de Saint-Brieuc, et fait aujourd'hui partie de la commune du Feuil, Côte d'Armor. La seigneurie de Robiens était primitivement une possession des ducs de Bretagne et tomba dans la maison de Robiens par le mariage de Jacques Bocher, chevalier mi-tour d'Angleterre qui épousa en 1212 Jeanne d'Avaugour, dame de Roquebillan, fille puis née d'Étienne d'Avaugour et d'Avoise, comtesse de Guingamp. Les maisons d'Avaugour et de Guingamp étaient issues en ligne directe de Don, comte de Penthièvre, second fils de Geoffrey, premier duc de Bretagne. Jeanne appartenait donc par son père et par sa mère à cette famille souveraine.
les descendants de Jacques Bochet et Jeanne d'Avaugour abandonnèrent dans le cours du XIIIe siècle leur nom patronymique pour prendre celui de Robiens. Nous citerons parmi eux Louis, seigneur de Robiens, chevalier, qui eut en 1349 un démêlé avec le baron de Quintin au sujet de la mouvance de son fief. Le dit baron prétendait que le seigneur de Robiens était son vassal, celui-ci au contraire refusait de lui rendre hommage, alléguant par motif que sa terre était sortie autrefois, par partage, de la maison souveraine, ne devait relever que du duc, donc seul le duc pouvait prendre une décision. Jean IV, duc de Bretagne, lui donna gain de cause par mandement spécial. Donc on a une référence, Don Maurice, preuve, premier collection 1466, mandement du duc Jean IV donné à Vannes le 8 mars 1349. Alors j'ai retrouvé la source, pas le passage malheureusement, si un jour quelqu'un a du temps pour aller chercher le passage, j'en serais très content. Donc sur la Bibliothèque nationale de France, mémoire pour servir de preuve à l'histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, tire des archives de cette province, de celles de France et d'Angleterre, des recueils de plusieurs, etc., etc., etc. Dom Hyacinthe Maurice, prêtre religieux bénédictin de la congrégation de Saint-Maur. On voit ici donc les Hermines, voilà. Alors, on enchaîne. Pierre-Hyacinthe Maurice de Beaubois, est un bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, né le 5 octobre 1693 à Quimperlé, mort le 14 octobre 1750 à Paris. Et donc dans ce recueil, on trouve des choses très intéressantes. Par exemple, ordre donné par le roi d'Angleterre pour secourir Pierre Mauclerc, l'an 1234, traité de mariage entre Raoul de Fougères et Isabelle de Craon. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre d'intéressant? Jugement provisionnel du pape Grégoire IX sur le différend entre Pierre Mauclerc avec le clergé de Bretagne. Il a l'air d'avoir pas mal de problèmes, notre ami Mauclerc. Aliénor de Bretagne, prisonnière au château de Waddefloc. Alors, réparation faite aux moines de Sainte-Croix par André de Vitré. Donc on voit, il y a pas mal de contentieux. Traité de mariage entre le duc Jean le Roux et Blanche de Champagne. Donation faite à Pontron par Guillaume de Saint-Georges. Anat des cures de Cornouailles. Commissaire nommé par le pape Grégoire IX pour obliger le duc à satisfaire les évêques de Bretagne. Assez intéressant, on voit les liens entre la papauté, entre les évêques, entre les ducs, entre les rois, voilà. Donc revenons sur le passage ici. Entre 1397, Isabeau, sa fille, épouse Philippe de Coitcourden de la maison de Coitcourt-Eden, seigneur de Locmaria. Louis de Robiens se signala au siège de Rennes en 1356 et fut établi à la garde et capitainerie de la forteresse connue sous le nom de la tour de Cesson, dont les ruines imposantes dominent encore l'embouchure de la rivière du Légué, près de Saint-Brieuc. Celui de Robiens avait épousé Perrine de la Motte-Vauclair. Alors ensuite on en a d'autres, Alain seigneur de Robiens, donc tout ça sont débauchés, Jean de Robiens, Jean de Robiens, et ensuite on passe à Claudine, dame de Robiens, qui épouse en 1569 Jean-Jacques Gautron. Ses descendants n'ont gardé que le nom de Robiens en conservant les armes des Gautrons, d'azur à 6 coquilles, d'argent 3 de 1. D'accord, donc là ils ont quand même l'air de dire que ce sont plus les armes de Gautron. Les Robiens portaient jusqu'alors d'azur à 10 billets d'argent, 4, 3, 2, 1. D'accord, je parlais trop vite, heureusement, donc super. Ils avaient pour devise Manet Alta Men Repostum. J'allais dire des bêtises, donc on est bien d'accord, les Gautrons c'est 3, 2, 1, et ce sont des coquilles d'argent, alors que les Robiens, et donc les Bauchers, c'est bien 10 billets d'argent, 4, 3, 2 et 1. Ok, donc j'ai pas fait d'erreur. On continue maintenant sur un autre extrait. La famille de Robiens. La famille de Robiens a été représentée au Parlement de Bretagne de manière continue pendant 129 ans. Donc là on est plutôt sur la deuxième famille je pense, soit 4 générations. C'est l'une des plus célèbres familles de la noblesse parlementaire bretonne et elle est fréquemment qualifiée d'illustre par les contemporains.
Alors, petit passage qui va nous intéresser encore. En 1349, le baron d'Avaugour fait don à Jacques Bocher de la terre de Robien. Donc là, on voit que c'est un Jacques Bocher, c'est plus un Olivier Bocher, hein, les sources se contredisent. Situé sur le territoire de la commune actuelle de Feuilles, près de Quintin. À la fin du XIVe siècle, les Bocher de Robien font disparaître la mention Bocher, et la famille de Robien s'éteint à la fin du XVIe siècle, faute d'héritier mâle. Alors, je reviens encore à ça. Faute d'héritier mâle, oui, parce que c'est un peu comme une famille royale, hein, il faut toujours qu'il y ait un homme, il y a un homme, mais entre temps il y a plein d'ascendants, plein d'autres Bocher de Robien qui ont fait des enfants et qui ont gardé sûrement le nom Bocher. En 1605, Christophe Gautron, qui a épousé une de Robien, obtient l'autorisation d'utiliser le nom de sa femme. L'orthographe actuelle n'apparaît que vers cette période et dérive par francisation de Roquebillan, petit rocher en breton qui a donné Robillan, puis Robian, et enfin Robien. Au XVIe siècle, les de Robien entrent au service de la couronne de France. Le passage de la noblesse d'épée à la noblesse d'Europe s'opère en 1637, quand Jean de Robien achète une charge à la Chambre des comptes de Nantes, etc., etc. Et ensuite, on va vous parler d'un personnage, donc Christophe Paul de Robien, assez célèbre, qui a fait parler de lui, et de la famille de Robien, mais qui nous intéresse entre guillemets un petit peu moins, puisque bon, il est lié à la famille Bocher de Robien, mais plus par son père que par sa mère. Alors, on continue. Là, j'ai trouvé ce lien sur Généanet de Michel Arzul, qui a fait un petit peu de généalogie sur la famille Bocher. Et là, on voit, voilà, c'est intéressant, hein, lui, il a une autre approche, une autre source, voilà, d'autres dates. Donc, Olivier Bocher de Robien, 1215-1281. Ce fameux Jacques Bocher, 1185. Avec Jeanne d'Avaugour, 1190, dont le père de Jeanne d'Avaugour est Alain Ier de Penthièvre, 1154 à 1212. Et Pétronille de Beaumont aux mains d'Avaugour, 1170-1205. Alors, on en continue. Là, on trouve Olivier Bocher de Robien, aîné des parents de Jacques Bocher, et Jeanne Bocher, née d'Avaugour. Donc là aussi, on est sur la même idée. Donc, encore un autre lien, une autre source, le bulletin héraldique de France, ou revue historique de la noblesse, sous la direction de Louis de la Roque, avocat, ancien rédacteur de la Gazette de France, auteur de La Memoriale de la Noblesse de Languedoc et du Catalogue des Gentilshommes. Bon, 9e volume, Paris, 1890. Donc voilà ce qu'on y trouve. On y trouve Jacques de Gautheron, chevalier de l'ordre du roi, épouse en 1569 Claudine, dame de Robien, héritière de l'ancienne maison de son nom, venue de Jacques Bocher, chevalier et père d'Angleterre, marié en 1212 à Jeanne d'Avaugour, dame de Robien, Jean Bocher, seigneur de Robien, leurs descendants, reçu en 1389 du duc Jean, des lettres patentes portant changement de son nom en celui de Robien. La maison de Gautron de Robien a donné des gentilshommes de la Chambre et des chevaliers de l'ordre du roi, les chevaliers de Malte, de Saint-Louis, 4 présidents amortis au Parlement de Bretagne depuis 1706. Bon, voilà, vous voyez, très intéressant. On continue, la noblesse de France aux croisades. Donc, nouvel ouvrage, 1845. Voilà ce qu'on y trouve. Robien. Des lettres de Jean IV, duc de Bretagne, données en 1389, nous apprennent que Jacques Bocher, gentilhomme anglais, vint se fixer en Bretagne et y épousa vers 1212 une fille de la maison d'Avaugour. Il précise pas forcément qui, disent qu'il s'est marié avec une fille de la maison d'Avaugour. Les descendants de Jacques Bocher prirent le nom de la seigneurie de Robien, qu'ils portèrent jusqu'à la fin du XVIe siècle, époque où cette maison s'éteignit par les mâles, faute de mâles. L'héritière Claude de Robien avait épousé en 1565 Jacques Gautheron, vicomte de Plaintel. Leurs enfants furent substitués aux noms et aux armes de la mer, et depuis lors, les Gautheron ont continué de porter le nom de Robien. Cette maison de Gautheron, l'une des plus anciennes de la Bretagne, comparut à toutes les réformations de la province. Païen Gautheron était à la première croisade de Saint-Louis. Bon, alors vous allez me dire, c'est très bien de nous parler de la famille de Bocher de Robien, de ce Olivier Bocher, de ce chevalier anglais, mais quel lien on peut faire avec nous, avec les Bocher? Alors peut-être que ce lien se fait surtout avec, comme on a vu dans la vidéo précédente, avec la concentration de Bocher que nous avons dans le centre-Bretagne. C'est une théorie qui vaut ce qu'elle vaut, voilà, mais j'essaie de la développer quand même. Selon moi, Olivier Bocher, là, qui est arrivé en 1212, entre 1212 et aujourd'hui, ça fait au moins
8 siècles. En 8 siècles, si ses descendants ont fait beaucoup d'hommes, beaucoup de garçons, ben forcément le nom s'est répandu et ça a été prolifique. Donc l'idée c'est que par exemple mon Guillaume Baucher qui est ici là, enfin surtout mon Jacques Baucher pour lequel je suis coincé, mais pareil, on peut aussi voir, et par exemple, ce maître Jacques Baucher, peut-être plus lui même que le mien, peut-être que ce maître Jacques Baucher, lui, donc 1680, donc il est peut-être né en 1650, 1640, 1660, ben peut-être que ses ancêtres, à lui, ben peut-être que c'est cet Olivier Baucher, ce chevalier anglais. Parce que il ne faut pas voir là dans tout ce qu'on a lu, on voit que à chaque fois les lignées, en tout cas pas les lignées royales, mais en gros ceux qui vont hériter des terres, c'est comme dans une famille royale. J'avais préparé ce petit exemple, donc je vais le montrer maintenant. C'est comme Kate et William. Bon bah voilà, les enfants, William sera un jour roi, ses enfants. Un des garçons, il a eu des garçons je crois, donc il va être roi. Par contre Harry, ben la lignée d'Harry, sauf accident de parcours, ben, n'apparaîtra jamais. Elle va ne faire que descendre. Et donc c'est un peu l'idée avec notre Olivier Baucher chevalier anglais, un peu comme William, qui arrive, qui est puissant, qui est fort, et puis ensuite ben, il y a la lignée de Robien qu'on connaît qui va, elle, même elle va s'éteindre pour se marier avec ce Jacques Gautron, une des filles, mais il y a plein d'autres Baucher qui eux ont continué et prospéré. Donc la première hypothèse que je veux faire, c'est que parmi les Baucher qui arrivent à remonter jusqu'au centre-Bretagne, il peut y avoir une filiation biologique, alors je mets biologique mais pour que c'est un peu plus parlant, vraiment une filiation biologique avec cet Olivier Baucher. Voilà, c'est une hypothèse, elle est difficilement vérifiable scientifiquement, enfin on y viendra un peu plus tard dans les prochaines vidéos quand on parlera de la génétique, mais ça reste quand même très difficile à prouver puisque à ma connaissance en tout cas, on n'a pas vraiment de deux Robiens qui peuvent faire une connexion avec cet Olivier Baucher en termes de généalogie. Peut-être que c'est possible, si c'est possible, et bien après des tests génétiques peuvent exister. Et après, si un de ses descendants arrive à faire des tests, ben après il suffit aux autres Baucher d'essayer de faire des tests pour voir si l'ADN est plus ou moins identique. Donc ça c'est une première hypothèse. La deuxième hypothèse qui est un petit peu répandue, c'est celle des noms des patronymes donnés aux paysans. Voilà, le seigneur Olivier Baucher, sur ses terres, il avait donc des paysans, des agriculteurs, et donc il leur a donné leur nom de famille. Parce qu'entre le 10e et le 12e siècle, a été instauré en fait le nom de famille. Alors je vous lis ce petit extrait. Le nom romain se diffuse en Gaule avec l'expansion de l'Empire, puis le principe du triple nom, donc pendant la période romaine. Donc intéressant, il y avait trois noms en fait, le préanomène, le nomen et le cognomen. Mais il disparaît avec les invasions barbares. En gros, avec les Francs, tout ça va disparaître. Donc à partir du 5e siècle, ces trois noms vont disparaître, qui propagent à partir du 5e siècle des désignations germaniques uniques, noms individuels binaires, formés de deux éléments, Bernard, Robert, Berthier, Rimbaud, voilà, qui se transmettent pas d'une génération à l'autre. Et en plus, ça ne se transmet pas de génération à l'autre. Donc en gros, vous n'avez aucune filiation, vous ne pouvez pas savoir qui est qui, quoi et quoi. L'expansion du christianisme voit les noms chrétiens prendre le pas sur les noms d'origine germanique ou latine, les personnes prenant généralement des noms universels de saints. Dès le haut Moyen-Âge, seul subsiste le nom germanique, notamment francique. Ok, donc tout ça nous parle. Le développement d'une anthroponymie double avec patronyme et prénom dans les années 1050-1100 et son succès dès la première moitié du XIIe siècle paraissent correspondre à cette période d'essor démographique et de plus grande mobilité des populations, qui rend nécessaire de distinguer les homonymes, devenus trop nombreux, d'où l'habitude prise d'ajouter des surnoms, souvent très personnalisés, surnoms tenant à leur lieu d'origine, à leur métier ou le plus
commodes des sobriquets relatifs à une particularité physique ou morale. Le renforcement contemporain de l'emprise seigneurale sur le monde paysan a également pu favoriser cette double dénomination pour mieux taxer et encelluler les personnes. Donc c'est ce que je suis en train de vous dire, que certains seigneurs ont donné justement leur nom pour que voilà, ils sachent, voilà, qu'on sache, voilà, ça ce sont mes gens, entre guillemets. Parallèlement à cette révolution anthroponymique, le développement de culte des saints et la géographie populaire se traduisent par la progression des noms des saints au détriment des patronymes germaniques, les saints universitaires étant jusqu'au IIIe siècle plus sollicités par les saints locaux, ce qui explique un stock initial des noms de baptême traditionnels réduit que de nombreuses personnes dans un village portent le même nom. L'Église catholique impose le parrain et la marraine qui interviennent dans le choix du prénom et du baptême. Voilà, ça on verra bientôt dans une prochaine vidéo. Patronymie spécifique à une région telle que Massé ou Mahé, équivalent dans l'ouest du prénom Mathieu. On a pas mal de Massé, de Mahé en Bretagne. Donc, pour revenir à mon Kate et à mon William et à mon Harry, en gros l'idée c'est que cette deuxième hypothèse, c'est qu'on est hérité de ce nom de Baucher par nos ascendants qui étaient donc des paysans, des agriculteurs qui travaillaient donc pour ce maître, ce noble Olivier Baucher. Voilà voilà les deux, en résumé, voilà les deux hypothèses. Il y a une troisième hypothèse, mais personnellement je n'y apporte que peu de crédit, celle du nom de métier. Alors on va lire le petit passage et après je vais m'expliquer. Un autre moyen utile de différencier nos martins, c'est de donner à quelques-uns d'entre eux le nom de leur métier. Pour cela il faut évidemment que celui-ci soit assez rare dans le village. D'où le succès du forgeron. Il y en avait un par village, et rarement plus d'un, ce qui explique que tant de gens s'appellent Favre, Fèvre, Fort, Lefèvre ou encore Le Goff, qui veut dire forgeron en breton. Parmi les autres métiers à succès, on notera le meunier, le fournier et le boulanger, un trio indispensable dans chaque village. Donc l'idée serait que on ait donné, ou ces gens se soient donné le nom de Baucher. On sait que Baucher, ça vient du vieux bas francique, que ça veut pas dire l'homme du bois, l'homme de la forêt, ça peut même vouloir dire pourquoi pas le bûcheron. Et donc cette idée serait que voilà, ça serait apparu comme ça. Alors pourquoi je n'y apporte que très peu de crédibilité, c'est que si on prend, donc on sait que ce nom a été écrit entre 1000 et 1200, on voit bien que, par exemple en 1200 ici, on voit la frontière entre le breton, l'importance de la langue bretonne. Et on voit donc l'apogée c'est en 900, hein, avec Erispoé, avec Nominoé, mais nous donc on est dans la période de 1200 et le fief, en tout cas moi d'où vient mon plus vieil ascendant, il doit venir beaucoup, je pense, de Baucher qui vont écouter cette vidéo en faisant leur recherche, en arrivant à remonter jusqu'à 1600 voire 1500. Vous allez vous rendre compte que donc vous venez en général, on va dire, de cette zone. Et cette zone, même si vous venez de Paimpol par exemple, ou peut-être pourquoi pas Saint-Malo, même si Saint-Malo on voit que déjà ce sera un peu plus francisé, latinisé. Mais si on prend cette zone ici, on voit bien que c'est encore très bretonisé, même en 1500. En 1500 on parle encore le breton. Donc voilà pourquoi moi j'émets de sérieux doutes, de gros doutes sur l'idée que des Bretons auraient décidé d'eux-mêmes de s'appeler Baucher. Je crois plutôt à quelque chose d'imposé, voilà, plutôt dans cette idée, plutôt quelque chose d'imposé. Donc soit donc l'hypothèse 2, le Olivier Baucher qui a donné son nom aux paysans, soit directement une filiation, hein, donc vous êtes des descendants de cet Olivier Baucher. Alors il existe une dernière théorie sur ce Jacques Baucher, c'est qu'il n'aurait jamais existé et que c'est un nom d'emprunt, un pseudonyme d'un noble breton. Pourquoi voulait-il rester mystérieux? Je ne sais pas. Pourquoi les historiens ou les clercs auraient parlé de Jacques Baucher et ça serait quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est vraiment un seigneur anglais ou pas? Est-ce qu'en fait c'est plutôt un seigneur breton qui se déguise sous l'aspect d'un seigneur anglais? Je sais pas. Bon, voilà, cette idée circulerait. Bon, alors, on va parler un peu des comtes et des ducs de Penthièvre, déjà voir un peu qui ils sont, et ensuite j'aurai un deuxième lien à vous montrer qui est intéressant, qui corrobore un peu ce que je viens de dire. Donc, le comté de Penthièvre est le nom d'un fief breton situé dans le nord du duché entre Saint-Malo et Saint-Brieuc.
le duc Alain III de Bretagne donna le comté en apanage à son frère Eudes en 1035, qui forma ainsi une branche cadette de la maison de Bretagne. Donc la maison de Bretagne, ceci est une liste de rois et de ducs de Bretagne qui régnèrent sur la Bretagne jusqu'en 1547, à l'exception de 3 périodes, les guerres de succession entre la maison de Vannes et celle de Rennes, en 874 et 890, l'invasion normande de la Bretagne au cours de la première partie, etc. Ok. Donc, la maison de Bretagne, en gros, c'est tous les rois de Bretagne depuis, on va dire Nominoé, même avant, on les verra dans un lien juste après, jusqu'à 1532, on va dire le mariage d'Anne de Bretagne avec, il y en a 2 avec Charles combien, je sais plus combien, Charles quoi, je le mettrai dans le lien. Donc, descendons, maison de Rennes, donc Eudes de Penthièvre. Ensuite on a Geoffrey Ier de Penthièvre, Étienne Ier de Penthièvre. En 1120, Geoffroy II de Penthièvre, Rivalon de Penthièvre, Étienne II de Penthièvre, Geoffroy III de Penthièvre, Alain Ier de Penthièvre, Henri II de Penthièvre, Henri Ier d'Avogour. Donc là on voit le nom d'Avogour. Il est spolié de facto du comté de Penthièvre en 1214 par le duc de Bretagne Pierre Mauclerc, qui le donne en dot à sa fille Yolande à l'occasion de son mariage avec Hugues XI de Lusignan, comte de la Marche. Donc imaginons que notre Henri Baucher soit peut-être finalement Henri II de Penthièvre par exemple, je sais pas, voilà. Bon. Seigneur d'Avogour, 1230-1267, Alain d'Avogour, Henri II d'Avogour, Henri III d'Avogour, Jeanne de Penthièvre. Voilà, et ensuite on va passer de la maison capétienne de Dreux. Voilà, on va sur d'autres maisons. Ça c'est la maison de Rennes. Alors, voici un extrait qui est intéressant d'un historien breton, un extrait que j'ai trouvé. La maison de Penthièvre de 1212 à 1334. On a encore cette date de 1212, qui est très bizarre. Rival des ducs de Bretagne. Alors, il est nécessaire tout d'abord de rétablir une vérité historique. Les membres de la première maison de Penthièvre, descendants du comte d'Eudes, frère de duc Alain III, ne portèrent jamais le nom de Penthièvre. Ils étaient désignés par le titre de comte, sous-entendu comte de Bretagne ou des Bretons, qui précédait la mention de leur prénom. À la mort du comte Alain en 1212, son fils aîné et héritier Henri ne reprit pas ce titre prestigieux. Il lui était aussi impossible de porter le nom de Penthièvre, n'ayant plus cette terre et celle de Tréguier depuis 1214. Il fut nommé alors pour la première fois en 1212 Henri d'Avalgore, du nom du château où il était probablement né, à Vaugour, dans la paroisse de Plessis, évêché de Tréguier, nom qu'il transmit à toute sa descendance. Toutefois, la maison d'Avogour rêva toujours de récupérer les fiefs de Penthièvre et de Tréguier. Il faut considérer la maison d'Avogour comme la plus puissante de Bretagne et l'une des plus importantes du nord-ouest du royaume de France. Si les ducs de Bretagne de la maison de Dreux, 1213 à 1341, sont issus des ducs de la maison de Rennes, donc du XIe au XIIe siècle, par des successions féminines plusieurs fois renouvelées. Les Avogours, en revanche, en descendent en ligne masculine directe. Ils ne se priveront pas de faire sentir cette supériorité aux ducs de Bretagne, leurs proches cousins. Alors là, on voit Henri d'Avogour donne à cette date, à l'abbaye de Bonrepos, les villes de Guinebourg et Kerbermol dans la paroisse de Saint-Martin. Là, c'est Saint-Martin-des-Prés, près de la Armois. Alors, l'abbaye de Bonrepos, la voici, on la connaît, c'est cette magnifique abbaye qui est aujourd'hui qui a été brûlée, qui a été dévastée à plusieurs reprises, je crois, lors de la Révolution et encore avant aussi. Donc l'abbaye Notre-Dame de Bonrepos, en breton Abbati Tron Varia à Repose, est située dans la commune de Saint-Guelven, dans le département des Côtes-d'Armor, en région Bretagne. Ok, elle se trouve le long du Blavet, également canal de Nantes à Brest à cet endroit. Cette abbaye fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le 5 janvier 1940. Juste une petite histoire rapide. Fondation. L'abbaye cistercienne fut fondée le 23 juin 1184 par le vicomte Alain III de Renan, les Penthièvres, et son épouse Constance de Penthièvre de Bretagne, en forêt de Kénécan, sous le nom de Sanctae Maria des Bonariquiers, en présence de Don Pierre, abbé de Clairvaux, de Don Simbon, abbé de Savigny et de Raoul II de Fougères. La première communauté l'occupant viendra d'ailleurs de Savigny. Alors ensuite, je voulais enchaîner rapidement sur la liste des rois et ducs de Bretagne. Donc on a Morvan-les-Braises, Guillaumard, ensuite on a Nominoé, Erispoé, qui vont élargir le royaume de Bretagne énormément, Salomon, ensuite guerre de succession entre Pascoëten, comte de Vannes et Gurvan, guerre de succession Alain, comte de Vannes, Alain Ier le Grand et Gour-Maélon.
Alors ensuite, les ducs de Bretagne, on a Alain Barbetorte, donc c'est la maison de Nantes. On a Drogon, on a Oel Ier, Guérer, Alain II. Ensuite la maison de Rennes, on a Conan Ier, Geoffroy Ier, Alain III et Conan II. Ensuite, on a la maison de Cornouailles, Oel II, Alain IV, Conan III, Berthe, la maison de Penthièvre, Plantagenet, hein, ça nous parle, ça, la maison de Penthièvre, Conan IV le Petit, Constance, Geoffroy II, Plantagenet, Arthur Ier, Alix, ensuite la maison capétienne de Dreux, Pierre Mauclerc, donc c'est lui qui aurait pris les terres des Davogour, Jean Ier le Roux, Jean II, Arthur II, Jean III le Bon, guerre de succession, donc avec les Anglais, avec les Français, Charles le Bois, Jeanne de Penthièvre, Jean II de Montfort, Jeanne de Flandre, Jean III de Montfort, maison capétienne de Montfort, Jean IV le Conquéreur, Jean V le Sage, et etc., etc., jusqu'à Anne de Bretagne, qui se marie donc avec Charles III de France, Louis XII pardon, de France, et ils auront une fille qui sera Claude de France. Donc je voulais parler un petit peu de toute cette royauté, cette idée aussi d'Henri d'Avogour, de ce Jacques Bocher qui serait pas en fait Jacques Bocher, mais qui serait peut-être un d'Avogour, qui serait peut-être un autre noble, et qu'en fait ce Jacques Bocher serait juste un nom d'emprunt, soit une ruse des historiens, ce que cet historien avait l'air de dire un peu plus loin. Alors je vais peut-être lire la suite ici. Je vais le réduire parce qu'on voit un peu moins ce qui est écrit. Voilà, les historiens ne se sont guère préoccupés de ce lignage, fourvoyé par la modestie de leur titulature et les généalogies erronées ou fantaisistes. Dans les actes, il se nommait seulement Henri d'Avalgore, chevalier. Parfois, la mention seigneur de Goëlo, de la Maine ou de Maine était rajoutée. Ils n'avaient pas besoin de faire étalage de leurs titres, puisque tous leurs contemporains connaissaient parfaitement leurs origines. Étrangement, ils n'ont pas fait l'objet d'études systématiques. Les quelques travaux réalisés donnèrent lieu à des essais et des notices biographiques. Il faut attendre 1884 pour voir Paul Chardin s'y intéresser, mais il était davantage préoccupé par le château d'Avogour. En 1933, René Couffon écrit un article sérieux sur les seigneurs d'Avogour. L'ouvrage récent de Pierre Meizet sur Dinan a permis d'entrevoir de nouvelles perspectives, mais il faut se rapporter au travail d'Alphonse Angot qui a étudié les seigneurs de Mayenne pour trouver les notices biographiques importantes et surtout un catalogue d'actes que nous avons complété par nos propres recherches aux archives départementales de Loire-Atlantique, mais surtout aux archives départementales des Côtes d'Armor, essentiellement les cartons de la série H, fonds ecclésiastiques aux archives nationales, ainsi qu'à la Bibliothèque nationale de France. La propagande des ducs de Bretagne, de la maison de Montfort, donc qui a donné Anne de Bretagne, fut aussi à l'origine de cette situation. Ils ont littéralement fait oublier cette famille dont les héritiers furent en 1334 Jeanne de Penthièvre et ses enfants, leurs adversaires tout au long du XIVe siècle et XVe siècle. Le but de la présente intervention est de démontrer à travers l'analyse des documents d'archives le rôle de cette maison dans l'histoire de la Bretagne, mais aussi de mettre en évidence les politiques entreprises successivement par les Avogour afin de retrouver leur fief repris en 1213 par Pierre de Dreux, dit Mauclerc, nouveau duc de Bretagne, dont l'un des joyaux était le Penthièvre. Donc peut-être qu'on se trouve en réalité dans une guerre d'historiens, dans une guerre pour un fief, dans une guerre pour les ducs de Bretagne. Bon, c'est qu'une hypothèse, peut-être farfelue, je ne suis pas historien, mais je pense qu'elle mérite d'être creusée. Donc pour finir sur cette théorie, voici deux passages que je vais vous faire lire. Le premier, en 1214-1215, Pierre de Dreux, devenu Bellistre sous le nom de Pierre de Bretagne, Bellistre ça veut dire équivalent du régent du tuteur, affirme son autorité en Bretagne en spoliant le jeune Henri Ier d'Avogour. Donc en latin Henricus de Avogour, fils d'Alain de Goëlo, fut un grand seigneur breton, comte de Penthièvre et de Trégor, seigneur d'Avogour, du Goëlo, de Dinan-Becherel et de l'Aigle en Normandie. Il fut brièvement désigné comme futur duc de Bretagne de 1209 à 1213. Mais le problème c'est qu'il a 10 ans, fils d'Alain Ier d'Avogour, du comté de Penthièvre et celui de Tréguier, et en réduisant son domaine à la seule petite seigneurie de Goëlo, ce qui entraîne un conflit avec le tuteur d'Henri, Conan Ier de Léon, qui perdure jusqu'en 1220. Pierre Ier de Bretagne soutient Philippe d'Auguste dans son combat contre l'Angleterre et combat avec le fils du roi, futur Louis XIII, à la bataille de Roche-en-Moine en 1214 contre Jean Santerre. Il fait ensuite partie du corps expéditionnaire français qui débarque en Angleterre en 1216 pour aider les barons anglais contre leur roi. Bon,
enfin bref, voilà. Et on continue ici. Durant le gouvernement du bel-istre Pierre Mauclerc, qui agit pour le compte de son suzerain le roi de France, les vassaux de Penthièvre seront à l'origine d'une déclaration d'indépendance de la Bretagne qui échouera. Visiblement, Mauclerc, c'est un pro-français, et il n'a pas que des copains en Bretagne. Quelques années plus tôt, ils ont été révoltés quand, par une application stricte du droit de garde, Pierre Mauclerc a prétexté de la minorité de l'héritier du Penthièvre, Henri, le jeune Henri qui a 10 ans, pour retirer la tutelle de celui-ci au comte de Conan de Léon, puis confisquer provisoirement le comté, ne laissant Henri que le Goëlo avec la seigneurie d'Avogour. En 1235, à l'approche de la majorité du duc Jean, et donc de l'effacement de son père Pierre Mauclerc, ses vassaux assemblés s'allient à ceux du Léon, sous la bannière du Guillaumard, fils du comte de Léon. Il s'adresse au roi de France, Louis IX, la déclaration Commune Petitionne Britonum. Entre autres représailles, Pierre Mauclerc prive définitivement Henri d'Avogour de l'héritage du comté et donne celui-ci à sa fille Yolande, à laquelle le comté appartient jusqu'en 1272, quand Jean Ier le fait rattacher au duché de Bretagne. Donc ça c'est donc le Penthièvre en vert foncé, et on a le Goëlo ici en vert clair. Et donc ce Henri d'Avogour avait tout ce royaume, voilà. Et quand Mauclerc est arrivé, il lui a pris son royaume et il lui a laissé le Goëlo qui est donc cette partie Plérin et au-dessus, quoi, hein. Voilà. Donc on va conclure cette vidéo par le château de Robien. 800 ans d'histoire en vente sur le net. Le château de Robien aux feuilles est en vente. Il était depuis 8 siècles le fief d'une famille qui a engendré 4 présidents au Parlement de Bretagne et plus récemment un ministre. Le château de Robien est peu connu des costarmoricains. Il se montre furtivement depuis la D790 mais disparaît quand on s'en approche tel un mirage. Majestueux château à vendre en Bretagne avec 208 hectares de terrain, 5,3 millions d'euros. L'annonce est sur internet, sur un site internet de vente immobilière de prestige. Alors, on dit quoi d'autre? Siège de la famille de Robien depuis 800 ans, le château est bien en passe de changer de main. L'édifice inscrit au monument historique de 1946 a été reconstruit au XVIIIe siècle. Saccagé à la Révolution et vendu comme bien national, il fut racheté par un ancien serviteur de la famille et rendu à celle-ci à son retour d'émigration. Un crève-cœur, mais l'héritière actuelle est l'une des 4 filles du marquis Paul VII de Robien, 1897-1965, qui fut longtemps maire du Feuil, la petite commune où se trouve le domaine. Bien sûr que se dessaisir de ce bien familial est un crève-cœur, mais nous ne pouvons pas faire autrement, indique son mari. Un projet de golf avorté, alors intéressant, sur place depuis 1212. La présence de la famille Robien, Baucher-Robien, est attestée sur le site depuis 1212. Descendante des ducs de Bretagne, elle a donné naissance au XVIIIe siècle à une lignée de 4 présidents au Parlement de la province. Le premier, Christophe Paul de Robien, historien naturaliste passionné d'archéologie, a laissé l'extraordinaire collection qui constitue encore les fonds du musée de la bibliothèque de Rennes. Gilles de Robien, qui fut plus récemment ministre de l'équipement et des transports, puis de l'éducation nationale, est issu de la branche aînée de cette famille. Une longue page d'histoire qui se tourne donc. Alors, ça c'était un article du 11 janvier 2014. Alors, on apprend que ce château n'est toujours pas vendu. Alors là, je vous montre quelques photos, hein, on le voit, il est magnifique. Hein, magnifique château. Il est grand, hein, beau château. Là, on le voit aussi sur ces photos. Magnifique château. Alors, voilà ce qu'on apprend dans cet article. Ce château breton est à vendre à prix cassé, 21 février 2018. Là, on est en octobre 2018. On est le 26 octobre, exactement, 2018. Et l'article du 21 février 2018 dit « Ce château breton est à vendre à prix cassé ». Alors, on lit. Les héritiers de la famille de Robien ne veulent plus conserver l'édifice et ses 150 hectares de terre, près de Quintin. Mais depuis 5 ans, le château du XVIIIe siècle ne trouve pas preneur. Le prix a été divisé par 2. Lorsque l'on roule sur la départementale entre Saint-Brieuc et Rostronin dans les Côtes d'Armor, on ne le voit pas. Le château de Robien est caché derrière des arbres touffus. L'édifice construit au XVIIIe siècle avec 20 pièces dont 14 chambres, ses 13 mètres de hauteur, sous plafond, sa chapelle, ses nombreuses dépendances et ses 150 hectares de terre sont un concentré de 800 ans d'histoire de la région bretonne. Mais ce bijou n'a plus l'air de faire rêver.
en vente pour 2,1 millions d'euros. Depuis un premier temps proposé à 4,2 millions, il est aujourd'hui en vente à 2,1 millions. Le représentant de l'agence Barnes Propriété et Châteaux, missionné pour la vendre, refuse de s'exprimer sur ce bien. Mais un spécialiste en immobilier d'exception en Bretagne tente d'expliquer la dévalorisation du château par un changement de monde beaucoup plus urbain. Alors, noblesse d'antan, vaste pièce de réception avec un parquet, etc. Ok. Monument historique. Alors, un peu d'histoire, un peu de Robien et de Baucher là. Le château est situé sur l'actuel territoire de la commune du Feuil, à quelques enclavures de Quintin. La famille de Robien y a pris ses quartiers en 1212, au cœur du Moyen-Âge. L'actuel château, le troisième que la famille a construit sur ce terrain, érigé au XVIIIe siècle, a été achevé peu avant la Révolution française. Confisqué comme bien d'émigrés puis vendu à la Révolution, le château fut saccagé. Voilà, racheté par un ancien serviteur de la famille, ça tout ça on a déjà lu, voilà. Et donc on va finir par ça, c'est la première fois depuis 1212 que ce gigantesque domaine s'apprête à quitter définitivement la lignée de Robien, cette famille qui a engendré 4 présidents du Parlement de Bretagne. Le propriétaire actuel est l'héritière du marquis Paul VI de Robien, qui fut le maire du Feuil. Voilà, et ensuite on parle de Gilles de Robien qui a été ministre. Il y a eu quelques années un projet de golf dans le parc du château, mais il n'a pas abouti. Donc il est temps de conclure maintenant. Jacques Baucher fake news ou pas? Est-ce que c'est une fausse nouvelle? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il existait? Ça, personne ne pourra le savoir. Je pense que c'est plutôt une guerre d'historiens. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a bien des Baucher en Centre-Bretagne, qu'ils sont d'un point de vue statistique nombreux, que ce nom vient vraiment de là, mais selon moi, c'est pas les Bretons qui ont décidé de s'appeler Baucher. Dans cette partie-là, en vers 1200, ils parlaient, à mon sens, ils parlaient bien breton. Donc voilà, donc très intéressant. Là on a développé donc l'hypothèse, la piste des deux Robiens, qui nous permet de faire de résoudre le problème entre 1600 et 1200. Maintenant, oui, il faut encore qu'on remonte dans le temps. Donc avant 1200, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Voilà. Donc l'idée pour l'instant qu'on a développée dans cette vidéo, c'est donc peut-être un lien avec l'Angleterre, ou sinon aucun lien avec l'Angleterre, ça serait vraiment des Bretons qui sont ici, et ce nom d'Olivier Baucher, de Jacques Baucher, serait en fait un nom d'emprunt. Voilà, donc je vous remercie, à très bientôt, salut. Donc je vous encourage à partager le lien de cette page Facebook, à la faire connaître autour de vous. Dans une des vidéos précédemment, j'invitais donc à faire partager à vos amis, à vos cousins, à la famille, à vos frères, à vos sœurs. Mais pareil pour les grands-parents, faites partager cette vidéo à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos arrière-petits-enfants. Voilà, hein, essayez de faire en sorte que cette page puisse être connue autour des Baucher, et puis qu'on puisse échanger ensemble autour de notre patronyme. Également le lien YouTube, n'hésitez pas à faire partager les vidéos autour de vous. Voilà, allez, salut!